presque tout. Une émission coproduite par Radio Imo et Vitrine Média. Bonjour à toutes et à tous, et ben voilà, on est ravis de vous retrouver pour cette seconde étape, une étape culinaire, toujours dans notre restaurant. On est à Fleur de Pavé, 5 rue Paul Lelon, dans le 2e arrondissement. Je vous le dis, c'est un restaurant étoilé. Il est animé par Sylvain Sandra, qui va nous rejoindre tout à l'heure et qui va nous donner le menu de ce jour. Cette émission, elle a été pensée, coproduite avec nos amis de Vitrine Média. Et je suis ravi d'accueillir Thibaut Guillaume. Comment ça va, Thibaut ? Bonjour Sylvain, je vais très bien, merci. Et j'ai hâte, et je suis très content d'avoir avec nous aujourd'hui 3 invités qui vont nous éclairer sur plein de choses intéressantes pour 2023. Voilà. Et puis on va parler de digital, on va parler bien sûr de l'immobilier avec Charles Marinakis qui nous fait le plaisir d'être ici, qui est président de Century 21, et Eric Alouche, aussi dirigeant et patron de Era France, avec une invitée un peu différente. Tu vas nous la présenter. Absolument. Ouais. Alison Junglin. Bonjour Alison. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Alors Alison, vous avez un parcours juste incroyable, hors norme. Vous avez fait le plaisir de venir sur le plateau de notre radio. On a fait votre portrait. Le moins qu'on puisse dire, c'est que votre personnalité donne une singularité particulière. Elle est inspirante et elle crée des vocations. On va les voir, c'est juste incroyable. Plusieurs dizaines de milliers d'abonnés sur Instagram. C'est presque magique. Et pourtant, au tout début, votre parcours ne vous prédestinait pas, on peut le dire les choses comme ça, c'est moins qu'on puisse dire, à faire de l'immobilier. On entame tout de suite maintenant la présentation du débat et ensuite on attendra Sylvain pour nous présenter le menu. On se dit presque tout sur Radio Imo. Alors voilà, on va présenter notre débat. Alors je vais vous dire, c'est sans langue de bois. On se dit presque tout. Parce que, voilà, oui, ou presque. Voilà. Presque. D'accord. Et en tout cas, l'idée c'est vraiment de passer un bon moment ensemble. On se dit tout et on ne va pas se mentir. Exactement. Voilà. On a 2 thématiques que je vous propose, les amis. On a 2 thématiques et on va recevoir tout à l'heure notre ami Sylvain. Je vous propose une première thématique, un peu dans le sens de ce que Charles, tu avais annoncé à l'ensemble des médias en disant... on a un patron de réseau qui dit comment ça, vous dites que le marché se tend ? Oui, et alors ? Next. Ah, les taux de crédit ? Oui, et alors ? Il y a un autre sujet ? Non ? Tiens, là t'as les mecs qui se disent, mais c'est pas possible. Et puis il rassure tout le monde. Et tu ressors de ta conférence de presse gonflé à bloc, où tu dis, mais il n'y a pas de problème. Les bons resteront, je vous explique, j'en ai connu, j'ai vu, ça va se passer comme ça, etc. C'est pétri de bon sens. Pétri de bon sens. Je sais pas si c'est premier débat autour de cette thématique avec les patrons de réseau et on donnera à Alison la parole pour qu'elle nous donne aussi sa vision dans ce contexte un peu particulier d'un immobilier qui se tend. Et ensuite, on ne pouvait pas ne pas avoir Alison sur le plateau sans parler d'Instagram. Alors j'ai une idée, j'ai fait mon journaliste et j'ai dit voilà, avec Thibaut, on a trouvé l'immobilier est-il instagrammable ? Investir dans l'immobilier et comment faire les bons choix et comment effectivement se rendre littéralement, on peut le dire, indépendant financièrement dans un contexte parfois social, géographique, où c'est pas toujours évident, notamment je pense aux femmes en particulier. Et croyez-moi, c'est pas une mince affaire. Et je trouve que l'immobilier a quelque chose d'assez résilient dans la façon de faire. Voilà ce que je vous propose. Est-ce qu'il faut continuer à investir dans l'immobilier ? Ça, c'est une question de fond, quand même. Bien sûr. Moi, j'ai la réponse, quand même. Je pense que c'est un bon moment, justement, pour investir dans l'immobilier, puisque, les meilleurs vont rester. Et puis, ça va être effectivement le job des patrons de réseau et des réseaux de se montrer, de prendre des parts de marché, de se développer, de communiquer en 2023. Mais voilà, quels sont les bons conseils et comment on fait sur une période un peu différente ? Voilà. On vit dans un contexte particulier, les amis, évidemment. On est ici dans un restaurant, croyez-moi, qui est extrêmement abordable, qui est frugal, qui est très sobre et qui donne le ton, mais qui est aussi un très bon restaurant. Et puis l'idée aussi, c'était j'aimerais juste avoir un petit mot de chacun d'entre vous. L'idée du déjeuner, c'est aussi la parole qui se libère. Et de se voir dans un autre contexte, peut-être moins compassé, peut-être moins conformiste. Alison ? Je suis totalement d'accord. Je trouve que ça permet d'être plus naturel. On déjeune entre amis. Spontané. Oui. Voilà. Et puis voilà, on a aussi des personnes parfois qui ont plus d'expérience, d'autres qui sont un peu plus jeunes. On croise nos expériences et nos parcours, hein, Charles. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Au moins, la restauration, c'est ma vie professionnelle. J'ai démarré par ça, donc j'ai découvert des gens exceptionnels avec une
Moi, j'ai découvert le commerce de proximité il y a longtemps et la restauration depuis un peu plus de 30 ans. Et j'ai découvert dans la restauration des gens absolument incroyables qui ont d'abord une capacité imaginatrice qui est sans fin, parce qu'ils se créent des restaurants sans arrêt avec des concepts nouveaux, avec une approche nouvelle, que ce soit de l'environnement, de l'architecture ou même des menus et une approche culinaire différente. Mais ils ont tous un trait commun qui est cette convivialité. Moi, j'ai toujours, vraiment très à la marge, toujours été bien reçu dans les restaurants. Et effectivement, il n'y a pas de meilleur lieu de convivialité qu'une bonne table, sous quelque forme que ce soit, pour avoir des échanges conviviaux. Voilà, donc là, on est dans de bonnes dispositions. On va pas se mentir, je suis d'accord. Je suis pas sûr de tout vous dire malgré tout. Éric Alouche. La nourriture, ça fait partie de la vie aussi. Donc c'est des émotions, c'est des choses toujours à découvrir, c'est un plaisir. Voilà, donc tout est dit, je dirais. C'est l'homme, c'est la nature humaine. Voilà, quoi dire de plus? Je crois qu'il n'y a rien à dire de plus. Pour moi, c'est essentiel. Alors, ce qu'on va dire de plus, c'est surtout ce qu'on va manger en plus, avec les plats qui nous attendent. Et je vous propose, mon cher Thibaut, que dans quelques instants, on a notre ami Sylvain, qui est en cuisine, qui va nous rejoindre et qui va nous présenter le menu. Et ensuite, la parole circulera librement. On se retrouve tout de suite. On se dit presque tout sur Radio Imo. Bonjour Sylvain. Bonjour. Alors Sylvain Sandra, on ne te présente plus, 5 rue Paul Lelon, Fleur de Pavé, un restaurant incroyable. Qu'est-ce que tu nous as préparé pour midi? Alors aujourd'hui, je vous ai demandé s'il n'y avait pas d'allergie. Et donc aujourd'hui, on est en pleine saison de la Saint-Jacques. On va vous faire le chou-fleur, qui est un classique de la maison. C'est la seule chose qui ne change pas chez nous, chou-fleur vanille. Et puis après, c'est un peu le marqueur. Quand les gens voient sur Instagram ou n'importe quoi, ils savent qu'on est chez nous. Et puis après, vous avez donc la soupe de châtaigne avec des Saint-Jacques qui sont arrivés de la baie d'Erquy. On travaille avec un pêcheur, donc elles sont très belles. Et puis après, on va vous faire un paleron de bœuf qui nous vient du Perche, pas très loin de Paris, juste aller-retour. Puis je vais vous mettre quelques légumes avec de notre maraîcher, je pense que ce sera pas mal. Je pense que ça va être pas mal. Et puis pour le dessert, ça sera un peu la surprise la surprise dessert, tout à l'heure. Peut-être sur les agrumes, on verra. Ah oui. Ce qui est vraiment bien chez toi, c'est que justement, ce sont chez soi. Voilà. Oui, c'est un peu. Et tu as, voilà, c'est vraiment une touche que tu as voulu faire avec un rapport qualité-prix qui est sans appel, qui pour est l'instant très intéressant. Voilà, pour l'instant. Maintenant, à table, les amis. On se dit presque tout sur Radio Imo. Les amis, je vous propose qu'on entame le premier sujet. On a beaucoup parlé de tension du marché, Charles, de plus en plus. Effectivement, quand on écoute les médias, bien évidemment, mais aussi la télé, les journaux, enfin voilà, on voit qu'il y a une espèce de bashing. Est-ce qu'il y a une espèce de tension un peu mythologique autour de tout ça ? Entre mythe et réalité, on va essayer de décrypter un peu les éléments de marché. Les médias, de manière générale, ont toujours amplifié les phénomènes. Bien sûr. Bon, après, une fois qu'on a vu ça, il faut effectivement calmer un peu le jeu, regarder les chiffres et regarder la réalité, regarder les paramètres qui permettent d'avoir une réflexion et d'en déduire un certain nombre de choses. Donc, les dernières statistiques, j'ai regardé hier, 1 133 000 ventes en septembre, actées, donc actes authentiques. Donc, on était dans une année record l'année dernière à 1 200 000 transactions. Donc c'est pas une catastrophe, donc il faut remettre les choses dans leur perspective. C'est exceptionnel. Alors, c'est exceptionnel. Alors après, effectivement, on est un petit peu embêté en ce moment avec cette histoire de taux d'usure qui empêche certaines catégories de population, notamment celles qui ont besoin d'une assurance. Et effectivement, plus on prend de l'âge, elles ont toutes besoin d'une assurance, mais plus on prend de l'âge, et plus on sait que le taux d'assurance monte. Donc il y a des gens qui se retrouvent un petit peu bloqués avec ça. Mais moi, j'ai fait le tour des agents, j'en ai appelé énormément. Ils m'ont dit, mais on n'a pas de refus de prêt. C'est plus difficile, c'est plus tendu, mais on n'a pas de refus de prêt aujourd'hui. Donc il faut remettre les choses en perspective. Et après, l'immobilier... Mais quand on te donne les chiffres, par exemple, de 45% de refus de prêt sur quasiment du 1 sur 2, tu y crois ou j'ai pas ça, non, j'ai pas. En tout cas, dans mon réseau, j'ai pas ça. Hein. Si vous voulez qu'on fasse une petite parenthèse des courtiers, je trouve que j'ai beaucoup de respect pour les courtiers en crédit. Ils communiquent pas bien parce qu'ils ont, comme le dit très justement, ils ont dramatisé une situation qui est une réalité avec un taux d'usure. Et je trouve qu'ils ont hyper communiqué là-dessus. Et d'abord, ils n'ont pas rendu service au marché parce qu'ils l'ont crispé. En fait, les Français ont l'impression qu'on ne trouve plus de crédit aujourd'hui en France pour acheter une maison, ce qui est loin d'être vrai. Et les chiffres d'Éric le prouvent. Et vous savez qu'Alison non plus, c'est pas vrai. Donc c'est pas vrai. Et moi j'ai le sentiment que je comprends l'affolement des courtiers qui ont vu leur volumétrie chuter de manière très significative et je suis sensible à leurs préoccupations.
Mais je trouve que c'est un double impact négatif, double effet qui se coule, mais négatif. Un, les Français ont l'impression qu'on ne trouve plus de crédit. Deux, c'est pas vrai. Et trois, ils poussent les clients directement dans les banques. Parce qu'aujourd'hui, les banques profitent de cette situation tendue pour dire aux clients, mais pourquoi vous passez par un courtier? Vous allez faire l'économie dans le TAEG, dans le taux annuel effectif global qui est comparé au taux d'usure. Quand vous enlevez les honoraires de courtage, vous avez plus de chances d'être en dessous du taux d'usure que de dépasser le taux d'usure. Voilà. Donc je comprends qu'il y ait une tension. C'est ça le discours des banques vis-à-vis des clients. Mais évidemment. Les banques, si tu veux, préfèrent traiter. En fait, ils veulent la mort du courtage. Là. Non, Sylvain, le courtage en crédit, c'est une anomalie. Ça ne devrait pas exister dans l'absolu. Si les banques faisaient bien leur boulot, on ne devrait pas exister, les courtiers en crédit. On a existé parce que les banques, à un moment donné, n'ont pas fait leur travail. Vous allez vous faire des amis parmi les courtiers. Non, mais au contraire, je trouve qu'on a profité de cette négligence des banques. La vacuité des banques, le vide sidéral des banques, a créé une profession qui n'aurait pas dû exister. Mais c'est une anomalie. Si les banques avaient bien fait leur travail, le courtage n'aurait jamais dû exister. Par bonheur, et j'en ai profité, elles ne l'ont pas bien fait. Le courtage s'est installé. Maintenant qu'il s'est installé, tout le monde en mesure les bénéfices. Et il ne s'agit pas de remettre en cause cette profession. Je dis que ponctuellement, elle communique mal. Voilà. Et qu'elle pourrait... Sur les refus de dossier, est-ce que quand Olivier Landrevie publie et passe sur BFM, pas plus tard que la semaine dernière, et publie sur les réseaux sociaux qu'il a 45% de taux de refus, alors qu'il génère à peu près quelque chose comme 500 dossiers par jour. Deuxième point, quand il dit que le taux de paramétrage ou les niveaux de paramétrage du taux d'usure sont parfaitement inadaptés à la réalité du marché, est-ce que vous partagez cette idée ou pas? Alors, est-ce que vous êtes d'accord qu'au lieu de réviser le taux d'usure tous les 3 mois, on le réviserait comme il le souhaite tous les 15 jours, par exemple? Moi, je pense que ça peut être vrai. Par contre, ok. 45. Oui, 45, je veux dire. 45%, je pense que ça peut être vrai. C'est comme ça qu'ils commissionnent. Mais en fait, les gens, ils ne s'arrêtent pas à une banque. Oui. Enfin, il y en a plein qui s'arrêtent à une banque, oui. mais ils ne doivent pas s'arrêter à une banque. Ok, des refus, il y en a, mais il ne faut pas voir... Parce que je pense que la moyenne des Français se disent « Ok, on va aller chercher un crédit, on mise tout sur notre banque, qui est notre banque souvent de famille, chez qui on a notre argent depuis des années. S'ils nous disent non, tout s'écroule. » Mais en fait, il y a combien de banques en France? On s'en fiche, il faut qu'un seul lui. Il n'en faut pas 10, il en faut un. Donc en fait, pour moi, il y a des refus, effectivement. C'est plus compliqué aujourd'hui que quand j'ai commencé il y a 10 ans, ça c'est sûr à 100%. Et sur le taux d'usure, vous en pensez quoi alors, du coup? Il est déterminé en fonction des crédits qui ont été octroyés le trimestre précédent. Donc on voit que c'est un petit peu un combat d'arrière-garde, alors que le taux de crédit il bouge tous les jours, le taux d'usure il bouge tous les 3 mois. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un petit problème avec ça. Après, est-ce que c'est pas une manière aussi pour l'État de freiner la hausse des taux? Très certainement. C'est une manière aussi, évidemment, les banques aussi ont tendance peut-être certaines à attendre, parce qu'elles se disent, je prête pas maintenant, j'attends un petit peu parce que je sais que les taux vont monter. Donc là, je vais attendre un petit peu parce qu'effectivement, si j'ai des gens, par exemple, qui empruntent pour 20 ans, on sait que le taux de crédit, il va effectivement être modifié. Petit à petit, il va monter le taux de crédit. Donc certaines banques peuvent peut-être, alors je suis pas banquier, hein, mais je me fais peut-être j'interprète ce que pourraient penser les banquiers. Ils peuvent se dire on a intérêt à pas prêter tout de suite parce que les taux vont monter, tout simplement. Mais en fait, je trouve qu'on fait un mauvais procès au taux d'usure. Pourquoi? Parce que, mais c'est assez caractéristique des Français, on a la mémoire courte. Ce qui permet de ne pas subir la crise des subprimes et de sécuriser le marché des transactions et du crédit en France, c'est le taux d'usure. Donc si on est serein, on a un marché qui est pérenne depuis 15 ans, c'est grâce au taux d'usure. On ne peut pas jeter le... Non mais Charles, on ne dit pas qu'il faut supprimer le taux d'usure. On dit qu'il faut paramétrer le taux d'usure sur une période glissante maximum de 15 jours, voire un mois, pour qu'il colle à l'évolution des taux. Tu vois, je suis d'accord avec ça. C'est pas le même sujet. Je suis d'accord avec ça. C'est le paramètre du taux d'usure. Personne ne conteste le taux d'usure qui est très protecteur pour le consommateur. Bon, moi j'ai entendu des courtiers le contester, mais c'est une autre histoire. Ouais. Moi je pense que le taux d'usure, le système bancaire, l'écosystème du financement de l'immobilier en France est très bien fait. Après, si ça peut accélérer le processus de le fixer tous les mois au lieu de tous les trimestres, pourquoi pas, mais ça ne changera pas la face du monde. Ma vision des choses sur l'immobilier, elle va plus loin que ça. Ça veut dire qu'en fait, je ne me fie pas à un taux ou à un prix du marché au moment-là, parce que moi, à chaque fois, ce que je fais, c'est que j'achète des biens ou je conseille d'acheter des biens dont personne ne veut. Ça veut dire que c'est des biens qui sont vraiment qui sont en vente des fois depuis 2-3 ans, que personne ne veut, qui sont à l'abandon presque. Et donc,
au niveau du prix, finalement, même que les taux ils augmentent ou qu'ils baissent, c'est bien là, en fait, le prix. Ce que vous faites dans cette approche immobilière qui est particulière, est-ce que ça s'appelle du marchand de biens ? Ah non, parce que je ne revends pas derrière. Vous ne revendez pas. Donc, ok, donc vous prenez des biens dont personne ne veut, qui sont vraiment pourris de chez pourris, Voilà, c'est ça. invendables, et vous les retapez complètement. Des fois, il y en a des un peu moins pourris parce qu'ils ne sont pas évalués au bon prix, donc je peux acheter aussi. Mais en gros, c'est ça. Et je peux revendre, mais au bout de 4, 5 ans, 6 ans, parce qu'entre-temps, j'en ai acheté d'autres beaucoup plus rentables, donc je revends parce que je ne veux pas en avoir 100, ce n'est pas mon objectif. Donc voilà. Surtout, moi, j'ai une règle, c'est de me dire que tout ce que j'ai, si demain je le mets en vente, je veux qu'en 3 mois, tout ça soit vendu. Ça veut dire placer à des endroits stratégiques où il y a beaucoup de demandes. Et en fait, je peux le vendre à un bon prix, mais que ça parte tout de suite. Voilà, ça il y a plein de stratégies dans l'immobilier, c'est pas forcément la meilleure, mais en tout cas c'est celle que j'ai choisie. Moi, ce qui m'impressionne dans votre parcours, Alison, c'est... Alors, vous avez aussi payé les pots cassés au début, ça n'a pas été évident. C'est comment vous arrivez à faire les bons choix, quoi. Parce que alors, bien évidemment, c'est ce que vous pose comme question, on le verra dans l'autre partie, vos internautes, mais ça demande quand même un travail quotidien, d'observation, de connaissez les valeurs de marché, comment vous faites ? Comme déjà c'est une passion, donc je le fais pas en me disant il faut que je sache ça, il faut que... C'est naturel parce que j'adore ça. Donc en fait, je pense que dans ma vie, j'ai dû passer, je crois qu'il faut 6000 heures, je crois, sur un sujet pour être expert dans quelque chose. Je pense que je dois pas être loin ou je dois y être depuis, parce qu'en fait c'est tellement ma passion que je regardais sur le bon coin, je regardais les prix, je regardais combien ça pouvait être loué, je me posais les bonnes questions. Si je mets la cuisine là, ça coûte tant et moi ça peut augmenter mon prix de temps, parce que du coup finalement je pense que quand on fait les choses par passion, ça vient plus ou moins naturellement quand on n'a pas à se forcer. Maintenant, ce que je conseille à chaque fois, c'est si c'est pas notre passion de trouver les dernières tendances, de décorer, parce que moi, c'est la plus-value que je propose justement aux personnes que j'aide à investir, c'est ça. C'est faites du différent pour que vous puissiez mettre des loyers plus chers que les autres. Parce que si on propose comme tout le monde, on ne peut pas se permettre d'être plus cher. Il n'y a pas d'intérêt. Et à chaque fois, je dis, si vous n'avez pas cette fibre de dire ça va bien avec ça, et en fait, il faut prendre un archi d'intérieur, ça ne coûte pas très cher. Et en fait, ça change complètement la valeur du bien, en fait. Et aujourd'hui, moi, dans l'immobilier, alors c'est dommage de dire ça, mais c'est ce que je vois, c'est que l'habit fait le moine. Ça veut dire que si on a un fauteuil Le Corbusier dans l'appartement, aux yeux de l'acheteur, c'est comme s'il valait plus cher que si en fait on a une chaise Ikea. Sauf que en fait, c'est des fois pas logique, parce que des fois il y a un immeuble neuf à côté, tout l'électricité refait et tout, et il va être moins mis en valeur que le truc pourri à côté. Mais est-ce que vous louez en meublé, exclusivement meublé ou pas ? Je fais beaucoup de locations saisonnières. D'accord. Donc, parce que sinon vous êtes comme tout le monde rattrapé par le plafonnement des loyers dans certaines zones. Alors, où j'ai investi, il n'y a pas de plafonnement de loyer. Mais là, parce que ça, c'est un sujet, un ralentisseur de l'investissement. Typiquement, vous disiez valoriser le bien pour mieux le louer, c'est le bon sens que vous dites. Mais malheureusement, c'est souvent contrecarré par une politique locale, un peu comme beaucoup d'investisseurs, même s'il en a fait un métier, elle a contourné la loi intelligemment et de manière tout à fait régulière, en louant de manière saisonnière et en louant soit en loueur meublé professionnel, soit en Airbnb, où paradoxalement, le plafonnement des loyers ne s'applique pas. Ce qui paye le prix de cet alourdissement, on pourrait même dire d'inflation normative, c'est le bailleur privé, qui du coup ne mettra plus sur des baux vides, parce qu'il n'y en a quasiment plus à Paris. Vous êtes d'accord, Jacques ? Charles. Il y en a, mais il y a, si vous voulez, il y a un phénomène d'assèchement du parc privé qui est réel. Le premier élément de raréfaction du bien, il ne date pas d'aujourd'hui. Il date du moment, si vous voulez, où les ratios financiers des banques ont changé. Alors tout à l'heure, on a évoqué dans le sujet, et c'est ce qu'on se disait d'ailleurs avec Thibaut, c'est le côté bashing autour de cette tension de marché qui fait que les agents immobiliers ont dit qu'ils vont disparaître, etc. Alors, je prends juste les chiffres de la FNAIM qui a annoncé que en cas de récession de marché ou de restriction de marché, c'était l'équivalent d'environ 30% des agents qui pourraient fermer. À partir du 1er janvier 2023, on ne pourra plus louer les appartements en étiquette F et G. Et donc, la FNAIM a... merci Agnès. La FNAIM a annoncé que 31% des bailleurs privés ne respecteraient pas cette obligation et continueraient donc à louer ce qu'on appelle vulgairement les passoires thermiques. Vous en pensez quoi ? Et est-ce que ces éléments-là de préambule d'une crise peut-être qui arriverait, tout le monde en parle, pourraient être fatales au marché immobilier
Charles, on en a déjà parlé. Pour vous, il y a un marché qui naturellement se corrige. Ouais, il faut dissocier le marché de la location du marché de la transaction. Oui. Le marché qui s'auto-régule depuis la nuit des temps, c'est le marché de la transaction. Prenons la transaction, alors justement. Pourquoi il se régule alors ? Parce que c'est vraiment un marché qui répond aux mécaniques de l'offre et de la demande. C'est le vrai marché qui répond à ça, avec des régulateurs, et au premier desquels, évidemment, vous trouvez le taux de crédit, qui est un régulateur, et où le taux d'usure. Remarquez, le taux d'usure, on n'en a jamais autant parlé en 15 ans que depuis 6 mois. Il y a le taux d'usure, il y a plein de régulateurs, il y a effectivement l'inflation, le reste à vivre des ménages, il y a le coût énergétique qui est une nouvelle crise énergétique. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte, mais qui ne sont que des régulateurs de marché. Après, c'est un principe d'offre et de demande, et c'était bien aussi de s'apercevoir que le marché parisien répondait de nouveau à ces caractéristiques d'offre et de demande dès lors qu'il avait été, entre guillemets, isolé des investisseurs étrangers et des investisseurs tout court. Ce qui venait déréguler le marché parisien, c'est un apport extérieur d'investisseurs très significatif, qui commence à revenir d'ailleurs en ce moment, et puis les investisseurs comme vous, qui avaient investissé avec la perspective aussi de faire une plus-value substantielle, parce que ce que vous ne dites pas, et ce qui est vrai, vous investissez dans des régions où vous y trouvez votre compte entre un rapport locatif et investissement, mais avec malgré tout des facteurs de plus-value qui sont réels, mais bien plus faibles que des leviers de plus-value plus faibles que dans les grandes capitales françaises. Voilà. Il n'y a pas de débat sur l'immobilier, d'accord ? Il n'y en a pas. Mais ce qu'il faut, c'est le laisser s'autoréguler gentiment avec ses régulateurs qui vont venir l'influencer, qui vont plus ou moins l'accélérer ou le ralentir, mais parce qu'il ne prend pas sa genèse là-dedans. Sa genèse, encore une fois, et ce que personne ne dit trop, c'est la démographie. Ce qui crée la tension du marché de l'immobilier, c'est la démographie. Mais est-ce que vous partagez l'idée que, par exemple, à la faveur d'un marché haussier, on a toujours une crête de création d'agences qui naturellement disparaissent lorsque le marché se retend? On a une image, on dit effectivement dans les périodes fastes comme celle qu'on a vécue, les poissons sautent dans le bateau. On a tellement de gens qui veulent acheter qu'effectivement on a le choix, et à la limite l'acheteur on le traite même pas forcément bien, parce que ce qui nous intéresse c'est d'avoir des biens à la vente, et ça c'est aussi un problème derrière. Et quand ça se tend, là il faut aller à la pêche. Les poissons sautent plus dans le bateau. Et tout l'intérêt justement des réseaux, c'est d'apprendre aux gens à pêcher, c'est-à-dire d'avoir des habitudes qui font qu'on est efficace avec les clients vendeurs, les clients acheteurs, d'avoir des outils, d'avoir des services, d'avoir de la compétence derrière. Et donc dans ces périodes de crise, on passe par-dessus. Moi je me rappelle très bien pendant la période des subprimes en 2009, on a connu un vrai creux puisqu'on était entre 550 et 600 000 transactions anciennes à l'année. Et là, on est à 1,2 million. Quand on fait son travail, c'est tout l'intérêt des professionnels de l'immobilier, on passe par-dessus ces périodes. Donc, qu'est-ce qui va se passer si le marché se tend, s'il y a une baisse ? Forcément, il va y avoir des gens qui vont changer d'activité. Ces fameux réseaux dits de mandataires, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire, parce qu'un mandataire, c'est quelqu'un de mandaté. Donc ces fameux réseaux où il y a des gens... On a prévu avec Thibault d'inviter des... mais il y aura un débat. Mais en tout cas, voilà, j'ai un avis là-dessus. C'est ceux qui font peu de ventes. C'est ceux qui font peu de ventes. C'est-à-dire en moyenne, un réseau dit de mandataires, quand on regarde les statistiques qu'ils indiquent, c'est entre 3,5 et 4 ventes par an. J'aimerais, puisqu'on se dit tout, j'aimerais bien qu'on soit carré là-dessus. Ah mais moi je n'ai pas de problème. Sur 10 négos, il y en a combien qui sont salariés? Ah mais moi j'ai énormément d'agents commerciaux chez nous. La moitié. Moi j'ai 80% d'agents commerciaux. D'accord. Moi j'ai 50%. Quel est le statut d'un mandataire? Il est agent co? Non mais attends. Il est juste comme ça. agent co. Le statut. C'est deux sujets différents. Non mais le statut. Oui, expliquez-moi parce mandataire, pour que le public nous comprenne. Mandataire, ça veut rien dire. Premier point. Donc ça veut dire agent commercial dans l'immobilier, puisque quand on est indépendant dans ce métier, on est nécessairement un agent commercial. Donc pour vous, un mandataire, c'est un agent commercial. C'est un agent commercial isolé, qui est tout seul. Un agent immobilier n'est pas là, n'est pas présent pour crédibiliser son action, pour donner des conseils juridiques. Un agent commercial ne peut délivrer aucun conseil juridique, c'est interdit par la loi. Il peut rédiger aucun acte. C'est-à-dire, en fait, quelque part, la prestation n'a rien à voir avec celle d'un agent immobilier, ou même celle d'un agent commercial dont l'agence immobilière est à proximité. Et un négo qui est agent co et qui n'a pas la carte, lui non plus, il ne peut pas donner ses conseils. Un agent, évidemment, bien sûr, mais par contre, il y a un agent immobilier dans la ville. Son client à l'agence, il y a un agent immobilier dans la ville. C'est-à-dire que moi, j'ai affaire à un agent commercial, quelqu'un de très bien, qui va m'amener visiter, qui va m'expliquer, qui va tout faire. Par contre, après, je vais voir en général l'agent immobilier de ma ville qui a la capacité de rédiger les compromis, ce qui n'est pas rien, parce que ça permet de gagner beaucoup de temps avec le notaire, et qui va s'assurer de la finalisation de la transaction, et de la bonne finalisation de la transaction. Donc la prestation n'a rien à voir. C'est pour ça que je dis que ce terme de mandataire est trompeur. Il peut faire croire à des gens qu'on a affaire à des agents immobiliers, alors qu'en fait, c'est des agents commerciaux. Et j'ai rien contre les agents commerciaux.
chez ERA, la majorité des collaborateurs, des conseillers ou des négociateurs, ce sont des agents commerciaux. Alison, vous en pensez quoi alors? Oui, vous connaissez le débat entre les deux modèles. Hein. Avant, quand j'ai commencé dans l'immobilier, moi, j'écoute mes parents. Hein. Ma mère qui me dit ne passe jamais par des agences parce que voilà. Donc voilà. Donc moi, j'écoute mes parents. Hein. Et puis après, je me suis rendu compte, en fait, à mon deuxième immeuble, en fait, que l'agent, pour le coup, il m'a vraiment aidé parce que j'ai dit, ok, ça vaut 270 000 €. Moi, je veux 225. Et en plus, ça venait d'être en vente depuis un jour. Donc voilà. Et c'est là, clairement, je l'ai eu grâce à l'agent immobilier qui a appuyé ma demande en disant je sais que ça va être compliqué à vendre, il y a beaucoup de travaux dans votre bien, vous le savez, il faut vraiment tomber sur quelqu'un qui est professionnel de l'immobilier, sinon vous ne le vendrez pas à une famille. Et du coup, et là je me suis rendu compte, donc là j'étais très jeune, c'était il y a longtemps, je me suis dit mes parents ils m'ont raconté n'importe quoi. Du coup, après agence, pas agence, si je vois quelque chose sur le Bon Coin, je me dis pas il y a une agence, j'y vais pas du tout, je me dis il y a une agence, ça va être plus simple. Parce qu'en fait, après le vendeur, des fois, il ne sait pas, c'est un peu compliqué, ils sont un peu en panique. Voilà, alors que l'agent immobilier, en général, les vendeurs, ils font confiance à l'agent immobilier qu'ils ont choisi. Donc en fait, moi, j'ai l'impression plutôt que c'est vraiment un collaborateur et qu'on va dans le même sens. Lui, il veut vendre, moi, je veux acheter. Le vendeur, il veut de l'argent, l'agent immobilier veut de l'argent, et moi, je veux leur en donner. Donc en fait... Dans l'immobilier, il faut maîtriser 3 choses. Vous devez avoir la maîtrise juridique du dossier. C'est-à-dire que juridiquement, le dossier, il est vendable. Est-ce qu'il n'y a pas une difficulté juridique, typiquement une succession, etc., qui fasse ou un conflit de 2 associés dans une SCI, bref. Donc il faut vérifier la vendabilité juridique d'un dossier. Une fois que vous avez fait ça, il doit vérifier la vendabilité technique. Est-ce qu'il n'y a pas un handicap technique qui fasse que le bien ne puisse pas se vendre? Ça veut dire une servitude, un problème d'électricité ou de non-conformité, un problème de fosse septique pour les maisons, etc. Bref. Et puis après, il y a la vendabilité commerciale. Est-ce qu'on est dans un rapport produit-prix, prix du mètre carré marché, qui est cohérent ou pas? Voilà. Donc c'est ça le vrai travail d'un agent immobilier. S'il ne fait pas ça, il n'a pas fait son travail. Quand c'est des agents immobiliers qualifiés, il n'y a jamais de problème. Ça veut dire que ma première maison, quand j'ai voulu la vendre, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai voulu la vendre? Je me suis dit, je vais demander à des amis agents immo ce qu'ils en pensent. Et là, donc, on m'a dit un prix. Donc, à l'époque, on me dit 240 000. Tu peux la vendre maximum 240 000. Moi, je regarde le secteur, je me dis, il n'y a aucune autre maison que moi à vendre comme ça, où il n'y a pas de travaux. Alors, qui fait le marché? C'est moi, puisqu'il n'y a pas de concurrent. Donc, j'ai mis à 290. Je l'ai vendu en une semaine. J'ai eu 25 visites, j'ai eu 3 offres au prix, et j'ai eu après plein d'autres offres. Et je l'ai vendu en une semaine. Si j'avais suivi l'agent immobilier, il y avait un manque à gagner énorme. Par contre, là, j'ai une autre maison que je mets en vente, que j'ai payée 300 000. Et je me suis dit, je trouve qu'elle est vraiment atypique. Je vais contacter une agence qui est spécialiste dans ce genre de biens et leur dire combien vous pensez que vous êtes capable de la vendre. On me l'a annoncé à 470 000. J'ai fait 0 travaux. Je viens de l'acheter il y a 3 ans. Mais moi, toute seule, peut-être que je ne les touche pas, ces clients-là. Parce qu'en fait, ça, c'est leur base. Le coût des 240 000 pour ma première maison, ils me disent 240 et moi, je me dis, alors que c'était la première fois que je vendais un bien, je connaissais rien. Je me dis, mais comment ils peuvent me sortir 240 puisque sur le marché, je suis la seule. Bien sûr, mais j'aurais dû expliquer. Et je l'ai mis à 290 000. Je l'ai vendu en une semaine. J'ai eu 25 visites. Tous les matins, je travaillais au marché. Tous les après-midi, je faisais des visites toutes les heures. Et j'étais pas du tout une experte. J'avais 25 ans. Vous avez bossé pour aller au marché, c'est se lever à quelle heure? C'est se lever trop tôt. Je sais pas, 5h, 6h. Une volonté de faire. Je trouve que c'est fantastique. Lever tous les jours à 5h du mat pour aller bosser vers les marchés. Ensuite, capacité. Les agences. Cette capacité, cette niaque, moi j'appelle ça la niaque. Quand on me dit qu'est-ce qu'il faut pour réussir dans l'immobilier, je dis qu'il faut 2 choses. Avoir faim, avoir très faim. La niaque, le moteur, c'est ce qui fait qu'on va se lever. Et ça, c'est quelque chose je vois tout à fait ce que vous voulez dire. Et ensuite, c'est les capacités, les aptitudes. Parce qu'on peut avoir toutes les aptitudes qu'on veut, si on reste sur le canapé, ça ne va pas marcher. Et on peut avoir toute la niaque qu'on veut, si on est un bébé, ça ne va pas marcher non plus. Vous le saviez, vous avez les capacités? J'avais rien. Mes 2 premiers investissements, c'était la catastrophe. On vous aurait dit, il y a 10 ans, ça s'acquiert, ça. Quand vous aviez 20 ans, il y a 10 ans, quand tu auras 30 ans, tu auras pignon sur rue, tu feras ce que tu veux, tu seras indépendante, en fait, connue. Je sais pas, en fait, j'avais pas cherché ça. Je voulais juste me dire que l'argent, je voulais que dans ma vie, j'ai été persuadée d'une chose, c'est peu importe ce que j'allais faire. Par contre, l'argent, ça n'allait pas être un problème dans ma vie.
Voilà ce que je... Une décision. Voilà, je me suis dit, l'argent, je veux pas que ça soit quelque chose... Je veux éliminer ça de ma tête parce que ça prend trop de place dans la tête et du coup, on peut pas faire ce qu'on veut tous les jours parce qu'on se dit, je peux pas acheter ça, j'ai pas d'argent. Je peux pas faire ce loisir-là parce que j'ai pas d'argent. Est-ce que ça veut dire que vous avez placé aussi la réussite matérielle avant toute chose ou est-ce que vous l'avez Non, placé c'est parce que justement, je veux vraiment me dire, ça, c'est acquis, tac, on n'en parle plus. Je trouve qu'en fait, l'argent, le problème, c'est que l'argent, il a trop une place hyper importante dans l'état d'esprit des gens parce qu'ils n'en ont pas assez. Donc en fait, ils disent, il me faut plus d'argent parce que sur Instagram, j'ai vu que elle a la voiture là, moi il me la faut. Oh, le sac là qui vaut 2000 €, faut que je me l'achète parce que c'est hyper important. Et le problème, c'est que les gens, ils gagnent 2000 € par mois, mais ils vont s'acheter un sac à 2000 €. Il y a un problème. Moi, je me suis dit, j'investis. Et ensuite, tout ce qui revient de mes investissements, je fais ce que je veux avec. C'est à l'infini, en fait. Donc là, on y va. C'est intéressant le regard d'Alison dans nos métiers par rapport à ça. Mais je voudrais quand même qu'on purge, si vous voulez bien, parce que je ne suis pas entièrement satisfait de la réponse, par rapport au statut des agents commerciaux. On y revient. Expliquez-moi, messieurs... Non, mais je voudrais juste comprendre. Un agent mandataire paye une cotisation qui va de 150 à... ça peut monter jusqu'à 500. Au-delà d'un certain volume d'honoraires, il peut toucher jusqu'à 80% de la com. Il y a une plateforme qui s'appelle meilleurbien.com qui propose 100% de la rémunération. Bon. Moi, j'aime bien cette plateforme. Vous savez pourquoi ? Parce que je pense qu'il va au bout du modèle. Il va au bout du modèle. Il est honnête avec le modèle. Alors moi, j'ai une vision, je vous la partagerai si vous voulez bien. J'ai une vraie vision du statut de mandataire. La question, c'est que quand je vois que plus de 60% ou 70%, des fois 80% des agences immobilières ont comme négo des agents payés au résultat, 25 à l'entrée, 25 à la sortie, ou 20, enfin ça dépend, celui qui rentre le mandat, celui qui le sort. Moi, je voudrais savoir quelle est la différence entre les deux. Est-ce que c'est réellement la formation ? Est-ce que c'est le lieu, etc. Moi, alors je vais faire comme ça, parce que c'est souvent dans ce sens-là que ça va. J'ai perdu mon mari. Je suis un homme. Bon, j'ai perdu mon mari. Je suis assez âgé. Je suis à Lille. Je vends mon bien immobilier. Je vois passer des gens qui me disent, moi, je suis un mandataire. Je dis, un mandataire, je ne sais pas ce que c'est. C'est quelqu'un qui, même, des fois, on peut me dire, même, je suis agent immobilier. Sur une confusion, ça peut toujours arriver. Et je reçois cette personne qui va me proposer de mettre le bien à l'avant, qui va me faire signer un mandat, qui ne va pas s'occuper de ma situation. Est-ce qu'elle sait, cette personne-là, combien j'ai d'enfants ? Est-ce qu'elle connaît elle connaît le régime des successions ? Est-ce qu'elle connaît peut-être tous les détails qui font qu'un agent immobilier est quelqu'un qui a un diplôme ou alors qui a une expérience qui a été validée ? J'ai quelqu'un en face de moi, en plus, qui n'a pas le droit de me donner des conseils juridiques. Mais ça, je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Et moi, si je veux voir l'agence immobilière, elle se trouve à plusieurs centaines de kilomètres d'ici. Elle est dans le sud, peut-être ailleurs, mais elle est loin. Et donc, je vais avoir confiance dans cette personne-là qui, finalement, peut me donner aucun conseil juridique. Et je n'ai pas d'agence localement sur laquelle je peux me référer. Voilà. Après, il y a aussi ces agents commerciaux qui sont seuls dans leur coin. Dans une agence immobilière, effectivement, on travaille avec des agents commerciaux qui peuvent bénéficier d'un certain nombre de prestations de la part de l'agent immobilier local, qui connaît le marché. Parce que quand on fait 3 à 4 ventes par an, c'est très difficile de connaître à fond son marché. C'est très difficile d'avoir des références de prix de vente. C'est très difficile d'être vraiment professionnel. Mais quand IAD fait 55 000 ventes, ça évoque quelque chose ? Mais IAD, c'est pas moi. Moi, je suis agent commercial. Non, mais 55 000 ventes. Oui, parce que c'est des fourmis. 15% de marché. C'est des fourmis. C'est-à-dire qu'en fait, le modèle économique, ce système de modèle économique joue sur un nombre de gens qui vont gagner très peu. On se dit presque tout sur Radio Imo. Et la deuxième partie du débat qu'on souhaitait développer entre nous, c'est est-ce que l'influence des réseaux sociaux aujourd'hui est devenue telle qu'à un moment donné, il n'y a plus de débat, on est obligé d'en passer par là, que même si on est réfractaire, de toute façon, dans son métier, on doit exercer un travail de community manager, comme on le dit. Et plus largement, on a titré cette partie de l'émission l'immobilier est-il instagrammable ? Et jusqu'au bout, on peut aller. Alors moi, je prends le cas d'Alison. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu de votre parcours. Alors vous êtes un ovni, hein, c'est clair.
et j'allais dire presque un objet immobilier non identifié, parce que vous avez appris l'immobilier, parce qu'en plus, on a bien sûr tout vérifié. Vous avez d'ailleurs fait une très belle émission. Vous avez des compétences techniques, je vous l'ai, c'est de la taille d'un agent immobilier. En assistance à la maîtrise d'ouvrage, ou sur la maîtrise d'ouvrage, il n'y a absolument plus rien à dire. D'ailleurs, vous allez nous faire rire tout à l'heure, parce qu'au début, les artisans la prenaient un peu pour... voilà. Vous êtes fait respecter, donc vous avez mené les travaux, conduit les travaux, négocié avec les banquiers, fait la reddition de vos charges, établi les prix de vente, vendu, revendu, racheté, investi, loué en 10 ans. Alors, je vais vous dire, je ne suis pas un fan d'Instagram, parce que bon, j'ai peut-être une génération, mais quand je vois ce que vous faites, je comprends que vous ayez combien, 84 000 C'est ça. abonnés. Vous vous êtes dit, au-delà de l'investissement, de tout ce que j'ai fait, vous rappelez aussi que vous êtes jeune, vous vendez des milliers de formations de personnes qui sont suspendues à vos lèvres et qui vous remercient tous les jours comme si vous étiez le grand gourou, la nouvelle prophétesse de l'immobilier. Mais comment est-ce possible ? Parce que je pense simplement qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient dans ma situation d'avant, qui subissaient leur travail et qui se disaient mon travail ne me plaît pas, je gagne une somme que je me contente de cette somme et je travaille parce qu'il faut bien vivre. Ça vous mais en pas fait, sur le marché. Avant les marchés, j'étais vendeuse à Luxembourg. D'accord. Et là, la période vendeuse à Luxembourg, je travaillais chez Paul Smith. Donc j'aimais bien le magasin, j'aimais bien ce qu'on me proposait, j'aimais bien les clients. Mais j'aimais pas du tout me dire, je suis 40 heures par semaine. Au Luxembourg, c'est 40 heures et je faisais 2 heures aller, 2 heures retour, parce que j'habitais à Metz. Moi, j'avais pas les moyens de vivre à Luxembourg au moment-là. Et en fait, ça me prenait un temps fou. Et je n'étais pas très bien payé. Je gagnais 1 700 €. Et en fait, mon fils, je partais de la maison, il dormait, je rentrais, il dormait. Donc franchement, c'est pas cher payé pour ne pas voir grandir son enfant et se dire, mais en fait, qu'est-ce que je fous là tous les jours, d'aller les larmes aux yeux, de se dire, est-ce que ma vie, c'est ça ? Si malgré tout ça, je l'ai fait, mais je pense aujourd'hui que tout le monde est capable d'investir dans l'immobilier. Il faut simplement se dire, ok, je l'ai fait, et si moi, je peux être un modèle pour... Souvent, on a besoin un peu d'un modèle pour se dire, c'est possible de le faire, puisque ça existe, elle l'a fait. Et aujourd'hui... Mais comment les réseaux sociaux ont-ils pu avoir cet impact incroyable sur la base ? Je pense, j'ai montré ma vie au quotidien, simplement. Ça veut dire que j'ai pas essayé de surjouer quoi que ce soit. J'ai juste montré, j'ai dit, voilà, je vais dans mes appartes. Oui, la technique a permis une facilité de communication qui aujourd'hui fait partie des normes. Donc voilà. Donc, et ça va loin. Est-ce que vous montrez des éléments de votre vie privée, par exemple ? Moi, ma vie privée, je la montre pas trop. Ça veut dire qu'on voit mon fils passer de temps en temps, on sait que j'ai un chien. Voilà, on sait que j'ai le texte, mais après... On vous voit chez vous. Enfin, ouais, on voit forcément, déjà, parce qu'en plus, quand je filme, on voit la maison. Mais je filme pas trop de l'extérieur. Ah oui, vraiment, les gens connaissent pas ma vie privée, pas trop, quand même. C'est un outil, donc il faut s'en servir correctement. On a un couteau, on peut s'en servir de plein de manières. Donc là, c'est pareil, avec les réseaux sociaux, c'est une aide, mais c'est un outil. Il ne faut jamais oublier, même la technique immobilière, il ne faut jamais oublier que ce qui compte, c'est l'individu. C'est l'individu qui fait la différence, c'est sa capacité. En fait, il faut se dire où est-ce qu'on veut aller, en fait. Voilà, prendre en compte. Où est-ce qu'on veut aller et on ne s'éparpille pas, en fait. Différence. Alors, il y a autant de gens qui me suivent, il y a autant de gens qui me posent des questions sur l'immobilier et tout. Alors, franchement, on va faire un truc sérieux et on va vraiment les aider, ces gens-là. Il faut accompagner la demande. Donc, et je me suis dit, en fonction de ça, donc forcément, ils voient ma vie parce que juste pour voir que je suis pas une menteuse, en fait, juste pour voir que effectivement, je vis de l'immobilier et je suis pas caissière la journée, mais en fait, je fais croire que je suis chez moi. Non, ils voient tous les jours que je j'ai pas d'obligation, quoi. Je fais ma vie et de voir que, en fait. Il y a aussi une vie comme ça qui est possible. Vous proposez aussi des modules de formation. Je crois que vous en proposez 8, je crois. Vous avez, franchement, vous êtes hyper bien renseigné. Voilà. 8 modules de formation qui ont plusieurs étapes. Hein. C'est ça, il y a presque 20 heures de vidéos. J'aime beaucoup aimer apprendre à être soi. Voilà, apprendre à être soi, par exemple. C'est une des premières leçons. J'ai un livre qui sort en janvier aussi, le 4 janvier. Il va s'appeler « Mes 68 commandements pour vivre de l'immobilier ». Il n'y a pas que les riches qui peuvent investir. Est-ce que je peux me permettre une question un peu directe ? Pour moi, le travail, ça doit payer, et ça peut payer, et ça doit payer. Ouais. Moi, l'impression que j'ai eue, avec tout le respect que je vous dois, c'est que je me suis dit, c'est facile de s'enrichir sans travailler. Est-ce que vous pouvez rétablir un peu la vérité dans tout ça ? Alors moi, j'ai toujours dit la vérité. Oui. Et en plus, ici, on n'a pas dit que c'était... Rétablir l'équilibre. J'ai jamais dit que ça allait être facile, j'ai dit que vous pouvez y arriver.
En fait, c'est tout. Moi, ça n'a pas été facile. Et il y a des fois, j'ai pleuré. Il y a des fois, je me suis dit, qu'est-ce que je fais comme connerie? Je viens d'acheter un immeuble, j'ai même pas les moyens de rembourser le crédit. Si jamais, en fait, ça ne marche pas. Enfin, j'ai été en panique plus d'une fois. En fait, quand on avance vers une liberté financière par rapport à l'immobilier, en fait, on est dans un brouillard complètement. On se rend même pas compte si on est bientôt proche de l'arrivée. Et puis un jour, on se dit, eh ben en fait, ça y est, je rentre assez de loyer pour pouvoir enfin arrêter mon job. Mais honnêtement, c'est pas facile. C'est pour ça qu'il y a une formation, c'est pour ça qu'il y a plein de choses comme ça. Et ça suffit pas, il n'y a pas que la formation, c'est pas on fait la formation et tac. Non, c'est commencer à investir parce qu'en fait, le premier, tu vas te planter ou tu vas faire un truc pas très rentable. Mais cette formation, c'est vous qui l'avez écrite. C'est moi qui l'ai filmée, ouais. Parce que moi, ce que j'ai vu sur tous les modules de formation, c'est qu'en fait, je me suis connecté en tant que client de votre formation. Oui. Ce que j'ai vu, c'est une formation empirique. Empirique, c'est-à-dire une formation très bien construite, extrêmement bien pensée. Je pense que vous, les patrons de réseau, vous aimeriez effectivement, ça serait extrêmement intéressant, mais quand même, ce que j'ai perçu, vraiment, ce que j'ai perçu, c'est, je vais reprendre votre texte. Si tu fais ce que je te dis, dans 2 ans, tu es autonome et tu peux vivre de... Eh ben ça, c'est exactement ça. Mais il faut qu'ils fassent ce que je leur dis. Et vous allez plus loin. Quand vous adressez à l'internaute, vous dites, si tu fais ce que je te dis, tu vas devenir, et c'est ça qui m'interpelle, tu vas devenir rentier. Et en fait, c'est le mot rente, moi, qui me dérange. Aujourd'hui, moi, je suis rentière. Je vis de mes rentes immobilières. Mais j'ai pas hérité, j'ai pas eu d'aide. Est-ce que j'ai tort de réagir comme ça? C'est une question. Par contre, j'ai encore des crédits sur mes biens immobiliers. En réalité, je pense que cette sémantique de rentier, c'est une sémantique un peu ancienne. Et je crois qu'il faudrait dire, non pas je suis rentier, mais je vis de mes revenus immobiliers ou de mes investissements. Voilà. Rentier, c'est négatif. Il a une symbolique. C'est négatif. Quand on s'adresse... Quand on a 80... il faut savoir, Non mais Alison, quand on a 84 000 abonnés qui vous achètent, parce qu'il faut quand même savoir qu'il y a des milliers de personnes qui vous achètent cette formation. Qu'est-ce que représente la formation en nombre revenu par rapport à vos produits immobiliers? Peut-être à peu près 25%. À la base, j'ai pas fait ça pour ça. C'est-à-dire que ça a mieux marché que prévu, certes, mais je n'ai pas fait ça en me disant je vais m'enrichir avec les formations. Je l'ai fait vraiment en me disant je fais des formations pour aider les gens. Il n'y a pas une diversification possible pour les réseaux, se dire justement on encourage l'achat immobilier, l'investissement dans l'immobilier en fournissant, en travaillant avec des influenceurs, avec des personnes qui font de la formation pour aider les particuliers à investir. Est-ce que c'est pas vous y avez réfléchi? Est-ce qu'il n'y a pas eu une démarche dans ce sens-là? Moi, je suis d'accord avec Thibault. Avec une force de frappe comme celle-ci, on a un réseau immobilier. Alison, elle a quand même une capacité qui n'est pas partagée par tout le monde, parce qu'il y a quand même cette volonté de passer par-dessus les marchés, de vivre une période difficile, d'apprendre quelque chose qu'on ne connaît pas et de réussir dans ce domaine qui est mené au fil du temps. Ça demande quand même des qualités qui sont pas celles de tout le monde. Il faut quand même voir les choses. Donc tout le monde ne peut pas s'improviser Alison. Il y a quand même certaines capacités qu'il faut avoir. Alors qu'elle partage ses recettes sur Instagram, c'est très bien. Moi, je donne les clés. Après, il faut qu'ils aillent ouvrir les portes. Et voilà, c'est ça qui fait la différence. Il y a aussi des gens qui sont heureux de leur travail. Parce qu'elle a choisi, Alison, de se... Pardon, je ne vais peut-être pas bien le dire, parce que je ne connais pas votre contexte de vivre. Je n'ai jamais été sur Instagram, je n'ai pas regardé votre compte. Mais elle s'est désociabilisée d'une vie professionnelle, et c'est aussi un choix personnel de vie. Et je comprends sa souffrance et le contexte économique qui a prévalu à votre choix, qui est tout à fait respectable, et même d'ailleurs qui est exemplaire. Mais ce n'est pas le choix de tout le monde. Il y a des gens qui travaillent dans des entreprises, qui ont un revenu un peu supérieur à celui que vous aviez au Luxembourg, mais qui sont contents d'aller travailler parce qu'il y a une vie sociale, parce qu'il y a des projets individuels et collectifs, parce qu'ils progressent. Voilà, vous, Thibault, c'est aussi un chef d'entreprise, il a aussi des collaboratrices et des collaborateurs. Voilà. Donc là, je dirais que vous avez fait de l'investissement un métier. Ça montre que l'immobilier, ça marche et qu'on peut investir et gagner de l'argent, ce qui est très bien, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi, ce que je trouvais intéressant, c'était effectivement le travail sur Instagram. C'est effectivement cette visibilité aujourd'hui, le fait d'aller faire des formations, de passer par là. Ça, c'est nouveau. Et j'avais une question d'ailleurs par rapport au réseau. Mais est-ce que c'est vraiment nouveau? Je pose la question, justement. Pour nous, les réseaux sociaux, c'est une vitrine additionnelle. C'est une vitrine virtuelle qui vient compléter notre exposition naturelle. Le premier élément d'identification de notre marque et des clients, c'est nos agences. C'est les agences physiques et les façades. Charles, est-ce qu'un marché peut avoir des vraies tendances baissières avec des vraies inquiétudes? La réponse est oui, on l'a connu. Il y a 2 sujets. Il y a la baisse du prix et le volume des transactions. Voilà. Ce qui peut mettre en danger le métier, c'est pas la baisse du prix, c'est le volume des transactions. Exactement. Or, quand les prix baissent, les volumes reprennent. Donc, normalement, je dis pas, comme le dit Alison, personne n'a dit que ça va être simple.
Effectivement, je pense que c'est la bonne nouvelle, c'est que le métier d'agent immobilier va revenir entre les mains des vrais agents immobiliers, de ceux qui pratiquent ce métier comme un métier, avec passion, avec détermination, qui font que ça, avec de la formation, avec de l'accompagnement, ce que font bien nos réseaux respectifs, voilà. Et puis, ça va, encore une fois, s'autoréguler raisonnablement. Voilà, je ne vois pas ni ce marché s'effondrer, ni les prix baisser de 20%. Oui, il y a une régulation, et tu sais quoi, c'est ce que j'ai dit, c'est une bonne nouvelle. L'immobilier suit l'économie. Oui. Donc, le problème est la situation économique. Si la situation économique se détériore de manière importante, l'immobilier sera impacté. Pour l'instant, on n'a pas de catastrophe économique en vue. A priori, on a effectivement une atonie et on a un certain nombre de paramètres qui montrent qu'effectivement ça va être plus compliqué. Mais moi, je ne suis pas du tout inquiet pour 2023. Dès qu'on sent un tout petit peu les choses se tendre, les gens ont peur. Notre travail, c'est de les rassurer et d'expliquer qu'aujourd'hui, ce qui fait qu'on va maintenir son activité, c'est aussi parce qu'on va la développer, parce qu'on va être visible, parce qu'on va mettre les moyens pour continuer à maintenir ses parts de marché. Donc oui, il y a des périodes plus difficiles. Maintenant, le marché français est très résilient. Moi, je compte aussi sur des variables de 10%. Donc c'est important de rassurer, c'est important aussi de passer des bonnes nouvelles et de limiter ce catastrophisme qui parfois vient d'autres raisons. Parler de la guerre ou d'autres événements. Oui, il y a aussi on va dire des raisons exogènes qui font que il règne en Europe une ambiance qui est pas bonne. Mais juste le message qu'on veut aussi faire passer, c'est que c'est pas un déni de réalité. On ne fait pas de la méthode Coué, quoi. Le besoin primaire du logement fait que de toute façon, il y a un socle minimum. Exactement. Qu'on peut. C'est une vision maslonienne, finalement, de l'immobilier. Oui, c'est une vision maslonienne. Il y a 12 millions de personnes mal logées en France, vous le savez. Il y en a 2,5 millions qui sont sur des listes de logements sociaux. Et on a vu renaître dans 5 villes de France les premiers bidonvilles. Charles, juste un mot là-dessus, sur le mal-logement dans ce pays. Depuis 25 ans, on fait à peu près tout ce qu'on peut pour que les gens soient mal logés. Voilà, on enchaîne les décisions qui sont des mauvaises décisions. Le déficit de logement en France, c'est 500 000 logements par an. Voilà. Donc il faut construire 500 000 logements en France par an si on veut pouvoir répondre à la demande. Donc il y a une problématique, de pénurie de logements en France, premièrement. Deuxièmement, il y a une politique de PLU, d'aménagement du territoire, qui a tendance à ne pas favoriser la densité de la construction pour des raisons écologiques en particulier. D'accord ? Il y a une politique de plafonnement des loyers, etc., qui fait qu'on se retrouve avec des logements vacants. Il y a une politique de fiscalisation du patrimoine immobilier. Voilà, donc on enchaîne, si vous voulez, les décisions négatives et qui font qu'au lieu de rendre le marché du logement comme un marché fluide et accessible, on le rend comme rare et difficile. Le problème, c'est que, arrive un nouveau ministre du Logement que je ne connais pas, qui est sans doute un monsieur très bien, qui met une nouvelle instance en place, etc. C'est comme ça pour tout, pas pour le logement. Il faut une continuité. Le logement, ça. Pourquoi je vous dis que c'est assis sur la démographie ? En 1970, il y avait 50 millions de Français. En 2020, il y a 67 millions de Français. Vous voyez ? Il s'est écoulé 50 ans. C'est un programme au long cours, le logement. C'est pas quelque chose qui se décrète du jour au lendemain. Entre le moment où on achète un terrain et le moment où on vend un appartement, il s'écoule entre 3 et 5 ans. Donc c'est des politiques au long cours où il faut quelque chose des politiques pérennes avec un axe stratégique sur du long terme. Et puis il faut loger, il faut lutter contre ces 4 millions de logements vacants. J'ai eu l'occasion de discuter avec les gens de la mairie de Paris post-Covid. Il s'est passé un phénomène assez intéressant post-Covid, c'est que tous les gens qui avaient mis... Vous savez combien il y a d'annonces Airbnb en France ? C'est le premier pays au monde après les États-Unis. Il y a 60 000 annonces Airbnb. Airbnb, confinement, crise du Covid... Paris et la France se vident de ses touristiques, de ses touristes, etc. Donc, l'essentiel du marché Airbnb, de la location saisonnière, c'est arrêté du jour au lendemain. Voilà. Et donc, il y a un certain nombre de propriétaires qui avaient des biens qu'ils ne louaient que dans des locations saisonnières ou au travers de sites comme Airbnb, etc., qui, à un moment donné, là, de cette vacance, ils ont décidé de revenir vers le parc locatif privé en disant, finalement, avoir un locataire, Eric, tu es d'accord ? Avoir un locataire pendant 3 ans dans un bon vieux bail des familles, c'est pas mal. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ouais. Et c'est là que la mairie de Paris a choisi de plafonner les loyers. Vous avez une occasion incroyable de reverser dans le parc public des gens qui l'avaient déserté. Mais c'est surtout pas la mesure qu'il faut prendre. Est-ce que vous seriez pour la suppression du principe Airbnb dans les grandes métropoles ? Pas du tout.
Non, je d'accord. suis pas Non, pour du Pas de tout. mesures coercitives. Mais oui, Par exemple, mais oui. Il y a des pour pays qui lutter l'ont fait. contre les Des logements pays- vacants, on a mis une taxe sur les logements vacants. Ben oui, Qu'est-ce que font les gens? Ça Ils n'a font jamais un marché. bail artificiel à leurs Ils cousins. vendent. Voilà. Oui, ils vendent, tout Et donc, simplement. Merci Charles. Merci on va pour vous- cette invitation. Merci Charles. On se dit presque tout sur Radio Imo. Eh bien voilà, nous sommes au dessert et Charles Marinakis a dû quitter la table. On l'a vu tout à l'heure bien évidemment et merci à lui d'être passé par la fleur de pavé. C'est la conclusion de notre émission. Qu'est-ce qu'on peut se dire après ce second numéro? Un grand merci à Alison Jeanglin d'être venu sur le plateau. Eric, alors je profite si tu permets de ta présence pour te dire une chose au nom de toute l'équipe. On est là aujourd'hui avec Radio Imo. Mais on ne serait pas là s'il n'y avait pas eu Eric Alouche. Tout simplement. Le premier événement que nous avons fait, tenez-vous bien, hein, la radio n'existait quasiment pas. La première convention de réseau dans laquelle on a été invité, accueilli et logé, gratuitement, je précise, c'est chez ERA et c'était chez Mickey. On n'oubliera jamais ce que tu as fait pour nous. Ben, écoute, c'était un grand plaisir. Encore une fois, moi, il y a une chose que je respecte par-dessus tout, c'est le courage. Et vous aviez du courage à l'époque de vous lancer, comme ça, avec quasiment rien. Et la moindre des choses qu'on pouvait faire, c'est de vous aider. Voilà pourquoi on l'a fait, tout simplement. Il y a une citation que j'aime beaucoup, c'est une des maximes, la 34e maxime de Denis Diderot. Denis Diderot, l'encyclopédiste du XVIIIe siècle, il disait la chose suivante. Il y a deux sortes d'hommes, avec un grand H. Il dit, les crédules, la crédulité est parfois le défaut des gens d'esprit. L'incrédulité, le vice des sots, des imbéciles. Car les seconds, les imbéciles, ne voient dans le monde que ce qui est, tandis que les premiers ne voient le monde que comme il devrait être et qu'il pourrait être. C'est peut-être ce qui rend les uns téméraires et les seconds, les lâches, pusillanimes. C'est une belle citation. Et moi, je pense, Thibaut, que dans ton parcours, moi qui commence à bien te connaître maintenant, la témérité, s'il y a une chose vraiment qu'on pourrait te coller, c'est la témérité et l'engagement. Non, mais en tout cas, la situation est exceptionnelle. Voilà. Mais, Et ça, alors, c'était l'idée, c'était pas de tourner l'ambiance, mais de la rendre visualistique. Moi, je suis très fier de vous avoir vu sur le plateau. Voilà. Alison, un grand merci. Merci beaucoup. Merci. Alison Jeanglin, Merci pour l'invitation. sur Instagram, vous l'avez sur Instagram, vous y allez, je vais vous dire, allez-y, les yeux fermés, je vous le garantis. Eric Alouche, le patron d'ERA France, vous voulez devenir agent immobilier? Monter une franchise immobilière? Absolument. Posez pas la question. Venez nous voir, venez simplement nous voir. On va chez ERA, il n'y a aucun souci. Et bien évidemment, pour équiper tout ça, il n'y a qu'un seul groupe qui compte en France, c'est Vitrine Média, avec laquelle on a produit cette émission. On va se retrouver merci beaucoup pour un 3e épisode. Bientôt. Thibaut, encore une fois, merci à toutes et à tous. On reste toujours connectés. Et d'ici là, soyez sympas. Prenez soin de vous. On se dit presque tout. Une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.